Bonjour et bienvenue pour une 5e transversale, c'est-à-dire que je vais croiser différents thèmes que nous avons traités dans les groupes, les ateliers, les conférences, pour voir en quoi ils peuvent tout à coup nous apparaître comme importants à débusquer, peut-être à corriger et à mettre à la poubelle, souvent. Le thème d'aujourd'hui, c'est la privation. Le sous-titre, ce sont les coulisses du plus diabolique, du plus fréquent et du plus banalisé des outils de pouvoir. Et ça m'importe beaucoup. Privation, évidemment que nous l'avons banalisé parce que, enfant, nous avons entendu « si tu ne fais pas telle chose, tu seras privé d'eux ». Nous pouvons même l'avoir exercé avec nos élèves ou nos enfants ou nos cousins, etc. Si tu ne fais pas, je te prive. Donc, on est vraiment dans une logique, un comportement de réflexe qui est trop banalisé, je le redis, vraiment fréquent et très contraire à notre besoin de confiance, de fluidité, à notre besoin surtout de sécurité, que ce soit en tant qu'enfant, ado ou adulte. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je le mets là comme effet très contraire à la qualité de nos relations et de notre santé. Et j'aime bien rappeler que tout ce qui m'intéresse à l'origine de tous les thèmes que je choisis, c'est notre capacité ou non, plus ou moins grande, donc notre capacité à accueillir le désordre à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et donc j'aime bien opposer, que ce soit pour gérer les conflits ou autre chose, l'ordre comme un désir, le désordre comme un besoin, et là, je fais une 3e colonne qui est celle de la fixité. Fixité de notre pensée, inhibition de notre action, fixité surtout de nos relations, fixité comme contraire au mouvement de la vie et à la qualité de la remise en question. Donc, je tiens beaucoup à ce mot comme quelque chose qui est une sorte d'alarme, de flag qui peut nous inviter à revisiter notre façon de penser, de vivre, d'agir et aussi d'être en relation avec nous-mêmes et les autres. Donc, j'avais à cœur là de revenir à ce réflexe, donc je te prive, qui a été remis en question, bien sûr, l'année dernière avec le concept de time out, avec le conflit entre plusieurs pédagogues. Est-ce que le time out, c'est-à-dire de mettre l'enfant en quarantaine, un peu, est-ce que ce serait de l'ordre de la privation? Ma réponse, évidemment, c'est oui, et que nous avons à développer d'autres façons d'exercer notre autorité pour éviter cette mise en quarantaine. Mais je ferme ma parenthèse. Donc, quand je parle de privation en introduction, donc je redisais bien d'abord quelque chose qui a à voir avec ordre, désordre et fixité. J'introduis tout de suite aussi que chaque fois qu'il est question de privation, il y a une menace peu ou prou de la disparition. La disparition étant toujours une violence exercée sur soi-même ou sur les autres. Quand il est question de privation, il y a 3 mots clés également: les menaces, les chantages, l'intimidation, dont j'insiste pour dire que soit ce sont des comportements implicites, mais ça peut être enfin explicite ou bien implicite. Donc quand j'ai dit implicite, c'est le climat, la tension, l'enfant qui sent qu'il n'aura de paix, de tranquillité que s'il a obtempéré et donc obéit en quelque sorte. Je vais y revenir à ça. Donc, comme petite révision, oui, le désir est toujours légitime dans son expression, et si il se transforme en volonté, à ce moment-là, il devient une exigence avec la violence que ça suppose. Oui, je peux avoir le désir de l'efficacité de ce que je fais, mais si j'en ai la volonté, ou sur l'autre, à ce moment-là, je suis dans volonté d'obtenir et volonté de contraindre, de faire entrer la réalité dans mon exigence. Et puis, donc, si le désir n'est pas satisfait, il s'agit de la frustration. Si mon besoin n'est pas respecté, il s'agit de la privation, thème de cette transversale. Voilà. Et puis, bien sûr, dans mes petites révisions et dans mes petits rappels, il y a celui du deuil du dû, qui est complètement donc en écho avec ce que je vois, ce que je développe aujourd'hui. Deuil du dû, donc, qui est à l'opposé
de l'obligation quasi quotidienne de renoncer à contrôler, à savoir, à pouvoir, etc. pour pouvoir être dans le mouvement de la vie et dans accueillir la vie telle qu'elle est au lieu de vouloir absolument la faire rentrer dans nos casiers. Donc j'ai à partir des observations de mon quotidien, qui rejoint les observations dans le vôtre, j'ai vu 3 registres, qui est celui des liens au quotidien, qui est celui des turbulences dans nos relations de conflit, et le troisième registre qui serait celui de l'exercice de l'autorité. Et chaque fois, j'ai eu à cœur de voir ce qu'il en était des peurs, des comportements, des exigences et de ce que nous pouvons évidemment augmenter comme degré de conscience et ensuite corriger dans notre pratique. Alors, les liens du quotidien, ce sont toutes nos relations agréables, désagréables, professionnelles, personnelles, amoureuses, etc. Ce qui me permet là, tout de suite, de mettre que dans ce quotidien et dans ces liens, dans ces relations, il y a toujours la peur de perdre. Alors beaucoup de choses, je pourrais décliner ça, je ne vais pas prendre là-dedans parce que ce qui me semble plus important, c'est de l'opposer tout à l'heure à d'autres peurs. Mais là, peur de perdre la fluidité, peur de perdre l'autre, peur de perdre l'amour, la reconnaissance et patati et patala. Ce qui semble important quand j'ai peur de perdre, c'est que je pourrais, au lieu de la vivre, cette peur de perdre, passer dans l'exigence de tout savoir. Donc j'ai désir de connaître, légitime, et exigence de tout savoir, complètement donc dans le flirt avéré avec cette exigence de transparence, et donc quelque chose qui n'est plus juste, quelque chose qui n'est plus la quête de la bonne distance avec l'autre, mais qui est quelque chose qui est un début de volonté de contrôle. Donc quand je mets exigence de transparence, je rajoute là, comme si l'autre devait avoir des baies vitrées et que je devais avoir accès à son jardin, à sa vie, quoi, tout court, au lieu d'être dans le respect de ce jardin à la fois secret et sacré. Donc évidemment, j'ai à cœur de là de voir combien ça va pouvoir entraîner des comportements de jalousie, avec des risques d'emprise. J'aime bien faire cohabiter baie vitrée et jalousie, parce que la jalousie, c'est ce qui va permettre finalement ce minimum de protection de l'intimité. Et la jalousie, elle va être dans plusieurs modalités de privation. Si tu ne me dis pas, je te prive, si tu me prives plutôt, si tu me prives de savoir, de tout connaître de toi, moi, je vais effectivement avoir une rétorsion prête à l'emploi et je vais te priver aussi de moi, de mon amour, etc. Avec toujours quand même dans ces risques d'emprise, mais aussi tout le temps la menace de rupture de relation. Si je ne te contrôle pas, à ce moment-là, je suis tentée de renoncer à cette relation, de la rompre ou de la maltraiter, donc de la contrôler. Bon, vraiment, là, c'est toute la logique de cette pathologie de la jalousie. J'aime bien par ailleurs redire la jalousie est une émotion à traverser, enfant, à élaborer. Ça nous permet de gagner en maturité. Si je n'ai pas traverser cette jalousie en étant dûment accompagnée par des bonnes personnes pour moi, je risque effectivement de la remettre en scène dans ma vie adulte, pas seulement d'ailleurs amoureuse, conjugale, mais dans beaucoup d'autres registres, et à ce moment-là, je suis dans la tentation de priver l'autre de moi. Voilà pour le premier registre. Le deuxième registre, c'est ce que j'appelle les turbulences du conflit, ou du désaccord, ou de la crise, et là, c'est autre chose qui va se passer, alors nettement avec du désordre qui va apparaître tout de suite. Et donc, je n'ai plus la peur de perdre, mais j'ai la peur de sentir. Sentir, alors, moins la colère tout de suite que déjà la peur. Peur. Donc, on a des points communs avec la relation au quotidien. Peur de perdre l'amour, peur de perdre quelquefois l'autorité, peur de perdre l'objet du conflit ou l'objet du désaccord. Et donc, à ce moment-là, je ne vais plus être dans l'exigence de la transparence, mais l'exigence de comprendre et surtout d'être compris. Comprends-moi. Si tu ne me comprends pas, à ce moment-là, je vais ériger un mur qui va être l'équivalent, donc j'ai des baies vitrées d'un côté et des murs, et le comportement pathologique, névrotique, etc., ça sera la bouderie. Si tu me comprends pas, si tu ne rentres pas dans mon cadre de référence, à ce moment-là, je boude. Évidemment, avec le risque de culpabilisation, le risque de rupture, que je mets bien dans mes petites fiches, là, jaunes. La bouderie, c'est l'expression idéale de ce risque de priver, c'est-à-dire
je te parle plus, je ne te regarde plus, et même on peut avoir des chantages du genre puisque tu me comprends pas, puisque tu me regardes pas, puisque tu veux plus me parler, à ce moment-là, je te prive de moi, de ma présence, de mon existence, avec les phrases terribles quand même que l'on connaît, puisque c'est comme ça, tu n'es plus ma fille, je ne te regarde plus, enfin, je coupe quelque chose de l'essentiel, de l'os vraiment de la relation. Je suis plus juste en train de dire je suis fâchée, voilà. Non, je suis dans la menace de cette rupture radicale qui fait tellement de dégâts déjà pour nous adultes, mais qui en fait d'immenses évidemment et quelquefois de quasiment irréversibles quand l'enfant a tellement besoin de cette sécurité, de la permanence du lien. Quelles que soient les tempêtes, les turbulences, les vagues, il y a quelqu'un pour moi qui va résister, évidemment, à peut-être mes coups de grisou, mes coups d'ongles, mes griffures, mes coups de dents, etc. Voilà. Donc, la bouderie est l'expression XXL de cette privation comme outil de pouvoir. C'est si je boude, peut-être que l'autre va évidemment changer de comportement et venir me sauver. Voilà pour le deuxième registre. Le troisième, c'est dans quelles que soient les circonstances, je mets les aléas de l'autorité et surtout de l'exercice de l'autorité. De quoi est-ce que j'ai peur à ce moment-là? J'ai peur de manquer d'autorité, manquer de pouvoir quelquefois, manquer de parole, manquer de justification, manquer de raison, manquer d'arguments. Donc voilà, comment est-ce que je vais exercer cette autorité si j'ai peur de manquer? Bien sûr que après l'exigence de tout savoir et de transparence, l'exigence d'être compris, là je vais avoir une autre exigence, c'est celle d'être obéi. Je peux avoir le désir d'être obéi, mais chaque fois que je suis dans la volonté d'être obéi, je suis dans l'autoritarisme, je suis dans l'abus de pouvoir évidemment, et je suis dans la privation évidemment de l'autre. Donc, on a eu les baies vitrées, on a eu les murs, maintenant ce sont les portes fermées, formées, verrouillées, fermées. Donc, on a eu la jalousie comme outil de pouvoir, on a eu la bouderie, et là, on va avoir le mot qui n'est pas encore suffisamment qualifié comme outil de pouvoir, qui est la punition. La punition qui est toujours, bien sûr, une privation, qui dit un abus de pouvoir, j'insiste là-dessus. On avait risque d'emprise, risque de culpabilisation. Là, on va avoir risque de pouvoir évident. Chaque fois que je punis, je ne suis plus dans l'autorité. L'autorité suppose d'avoir fait le deuil de toute forme de punition. Sanction, oui. Réparation, oui. Rappel à la loi, oui. Tout ça, ça va dans le sens de l'autorité comme rappel d'un cadre et d'un principe de réalité et des règles et de la loi commune, etc., etc. Donc, la punition signe la fin de la légitimité de la personne qui veut l'exercer et signe la fin, le pourrissement de l'autorité qui va bien sûr être exercée sous une autre forme qui n'aura plus rien de légitime. Voilà pour mes trois colonnes avec les peurs, les exigences, etc. Pour revenir à cette analyse donc de la privation comme outil de pouvoir, je redis bien que chaque fois il y a la souffrance, souffrance de ses peurs de perdre, souffrance du chagrin, etc. Cette souffrance, elle est légitime, bien sûr. Et c'est parce que nous voulons éviter la souffrance que nous allons effectivement transformer la peur légitime, la peur qui fait partie de notre vie, qui est sans doute la première expérience que nous ayons vécue en arrivant au monde, au lieu d'être en élaboration des émotions, de la peur, de la souffrance, de la douleur, etc., nous allons être dans la crispation et au lieu de développer la confiance en soi, en l'autre et dans la vie, nous allons être dans ce registre de contrôle, d'inhibition, de menaces, de chantage, comme je disais tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, nous allons avoir cette séquence dans la relation, c'est j'attends de toi, je veux que tu, il faut que tu, et si tu ne le fais pas, si je n'obtiens pas que tu obtempères, à ce moment-là, il y a ce mécanisme de contrôle, de pouvoir qui passe par, effectivement, emprise, culpabilisation, abus de pouvoir et donc privation. Cette privation, elle est vraiment le commun dénominateur de cette bascule de la confiance
au contrôle, de la relation digne de ce nom à quelque chose qui a à voir avec manipulation, bien sûr, séduction quelquefois, voilà. D'où l'importance de ça. Donc, bien sûr, pour développer cette capacité à accueillir les relations, nous avons intérêt à être très attentifs à ce deuil du dû et à la capacité de faire des deuils aussi de ce que nous n'avons pas, de ce que nous ne recevons pas, et d'être dans cette capacité à toujours donner priorité à la relation, qui nous évitera d'être dans manipulation, réaction et plein d'autres comportements, évidemment, qui ne sont pas du côté de la santé et de la confiance et de la co-construction d'une relation digne de ce nom. Voilà, donc je voulais bien revenir aussi là, en conclusion, aux 3 piliers qui viendraient effectivement nous permettre de construire autre chose que la privation, qui sont: je prends la responsabilité de ce que je dis, de ce que je fais, et des douleurs que j'éprouve, et des peurs que j'éprouve, et donc ça c'est à l'opposé de la victimisation ou de la dépendance à l'autre. Ensuite, il y a cette adaptation que j'appelle intelligence de l'adaptation, qui a à voir avec les liens au quotidien, les conflits et l'autorité. Et tout ça nous permet donc de ne pas être dans de ce contrôle dont je parle depuis le début. Ça nous permet d'être dans ce carburant le plus précieux de notre vie, satisfaction. Satisfaction, ça ne veut pas dire effectivement avoir raison, ça ne veut pas dire gagner, ça ne veut pas dire être efficace forcément, ça veut dire assumer complètement quelque chose de la vie telle qu'elle peut être vécue en conscience, en relation et surtout dans le respect, bien sûr je vais terminer avec ce mot, dans le respect de moi, de l'autre et de la relation. Voilà, je nous invite à faire des travaux pratiques pour jeter toutes ces tentations de privation à la poubelle et être dans respect et accueil et relation digne de ce nom.